hymne olympique international officiel, nous l'entendrons de nouveau dans un peu plus de 3 ans, ici même, à l'occasion de l'inauguration des Jeux olympiques de Montréal. Mais nous sommes réunis ce matin pour participer à la pose d'un geste qui sera répété au cours des 3 prochaines années d'innombrables fois. Une série de gestes qui, les uns après les autres, transformeront cette immense terrain vague en lieu de l'olympisme où, bien au-delà de 1976, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants continueront de bénéficier de la venue au Canada de l'olympisme. Cette cérémonie ce matin n'est pas vraiment une cérémonie, c'est un début des travaux qui se fait également sous le signe de la simplicité. 1937. La ville de Montréal présente pour la première fois à sa population un plan d'aménagement complet d'installations sportives digne des grandes compétitions internationales. Le parc Maisonneuve avait déjà une grande vocation. C'est en 1960, dans l'allégresse générale, qu'on inaugurait les premières salles de sport, dont entre autres un gymnase et une piscine équipés des accessoires les plus modernes. Les ingénieurs du service des travaux publics de la ville de Montréal préparent les documents techniques nécessaires à la pose des premiers jalons, établissant les lignes géométriques de base conçues par l'architecte Roger Taillibert pour la construction des futures installations olympiques. C'est plutôt un défi de grande envergure qu'entreprennent avec enthousiasme tous ceux qui sont appelés à y participer, administrateurs, ingénieurs, architectes, techniciens, spécialistes de la ville de Montréal. De nombreux experts conseils de toutes disciplines viennent se joindre à cette équipe de base pour l'élaboration des plans de structure, de mécanique et d'électricité. L'île de Montréal fait partie de la région des Basses-Terres du Saint-Laurent et le parc olympique se situe dans le quadrilatère des rues Sherbrooke, Viault, Pierre-de-Coubertin et Pineuf. Une partie de cet emplacement est localisée dans le flanc de la côte Sherbrooke, dont la dénivellation par rapport à la rue Pierre-de-Coubertin atteint plus de 15 mètres. Elle est constituée principalement d'un dépôt d'argile vulnérable au glissement. Les sondages et études géotechniques ont permis de définir exactement les caractéristiques techniques. C'est pourquoi les ingénieurs optèrent pour son déblaiement jusqu'au niveau du Rocher Saint. La construction d'une paroi moulée exige qu'une tranchée soit creusée jusqu'au Rocher Saint et qu'on y injecte, au fur et à mesure de la progression des travaux, une boue spéciale appelée bétonite pour retenir les parois. Puis, on insère dans l'excavation une cage d'acier d'armature à travers de laquelle on coule du béton. Le travail s'effectue à partir du fond de la tranchée, allant progressivement vers le haut à l'aide d'un tube plongeur permettant l'élimination par gravité de la bétonite. À la maturité du béton, on excave l'argile par tranche de 3,5 mètres. Ensuite, on pratiquera, au travers de la paroi moulée, une rangée de forages inclinés. À l'intérieur de ces forages, on insérera de longs câbles d'acier ou tirants qui seront ancrés au rocher. Des tubes d'injection permettent d'exécuter l'ancrage au rocher. Certains tirants sont équipés d'appareils de contrôle appelés cellules de charge pour contrôler la tension. Une fois la paroi moulée construite, l'entreprise poursuit les grands travaux d'excavation. Plus de 2 millions de mètres cubes de terre sont enlevés et acheminés vers 14 dépotoirs différents. Entre mai et novembre 1973,
226 800 charges de camions furent transportées du site olympique aux divers dépotoirs désignés. Plusieurs précautions ont été prises pour minimiser les inconvénients de la saleté provenant du site olympique. Tous les camions étaient nettoyés et recouverts d'une bâche avant le pesage. Les rues environnantes étaient continuellement entretenues à l'aide d'équipements de nettoyage et d'arroseuses. Le tiers des matériaux excavés ont été acheminés vers le port de Montréal, où un quai de déchargement a été aménagé. Des barges tirées par des remorqueurs déversaient leur cargaison au fond d'une ancienne carrière, creusée à même le lit du fleuve lors de la construction d'une autoroute. Des dépôts glaciaires pourvus de blocs erratiques recouvraient le massif rocheux. Celui-ci est constitué principalement de calcaire de Trenton et de lits de schiste argileux comportant des fissures de dislocation verticale localisées. Plus de 500 000 mètres cubes de roc ont été dynamités, excavés, concassés sur place et réutilisés pour le remblayage des fondations. La dynamite a joué un rôle prépondérant dans ce projet. On en utilisa plus de 90 tonnes. Septembre 1973. Les travaux de construction des fondations du Palais des Sports, communément appelé Vélodrome, viennent de démarrer. Construire une toiture de 172 mètres de portée, sans support intermédiaire, allait devenir un défi sûrement. Un défi que, grâce à leurs compétences, des ingénieurs et des techniciens seront appelés à relever. Un choix s'imposait. L'architecte conseil, M. Roger Taillibert, opte pour la préfabrication. Elle offrira de nombreux avantages. Une grande précision géométrique absolument essentielle à ce type de projet, la réduction des effets de fluage et de retrait du béton sur des portées de telle envergure et un meilleur contrôle de la qualité du béton. Les arcs ont été découpés en pièces à préfabriquer appelées voussoirs. Avant le bétonnage, l'ouvrier spécialisé prépare d'immenses cages d'acier auxquelles il incorpore des gaines ou tubes pour le passage des câbles de post-tension. Il prévoit également les réservations pour les comptes d'ancrage et les dispositifs de levage des pièces. On emploiera des coffrages métalliques réutilisables munis de dispositifs d'ajustement essentiels. Afin d'assurer la continuité parfaite de l'arc, les voussoirs seront bétonnés les uns contre les autres et ce, sur 7 bancs de préfabrication, afin d'assurer la continuité parfaite de l'arc une fois les pièces assemblées dans l'espace. Le succès de ces travaux dépend de la précision géométrique avec laquelle ont été construits les divers éléments. Pour cela, chaque banc de préfabrication fut aménagé d'instruments de contrôle précis permettant d'effectuer ces vérifications. Les pièces fraîchement démoulées sont ensuite examinées minutieusement afin de dépister les imperfections et les réparer. Lorsque le moment est venu pour un voussoir de quitter son aire d'entreposage pour prendre sa place définitive dans l'espace, il sera alors soulevé par une énorme grue et transporté au cadre de manutention spécialement prévu à cet effet. L'orientation est effectuée selon les données géométriques fournies par un ordinateur qui possède en mémoire toutes les informations nécessaires. Le positionnement du voussoir sur le berceau est assuré par le cadre de manutention. Les moteurs électriques et les treuils doivent être suffisamment puissants pour manœuvrer les voussoirs pesant entre 60 et 90 tonnes et mesurant environ 6 mètres.
Le voussoir préorienté, solidement fixé sur son berceau, est transporté par camion-remorque, puis érigé et posé au sommet d'une tour-étai. Cet immense coq hémisphérique d'environ 41 000 tonnes reposera sur 4 points d'appui appelés butées. Chaque butée supportera, suivant un plan incliné, une fraction du poids de 41 000 tonnes, engendrant ainsi des efforts verticaux et horizontaux sur le massif rocheux. Celui-ci comporte des dislocations verticales et des plans de glissement horizontaux pouvant être préjudiciables à la stabilité des fondations. C'est pourquoi les ingénieurs conseils ont décidé d'ancrer profondément au rocher existant les butées par des longs câbles d'acier appelés tirants. Le rocher devra préalablement être traité par des techniques de consolidation. De longs forages, allant jusqu'à 50 mètres de profondeur, ont été réalisés de manière à couvrir le rocher à stabiliser. Ensuite, on y injectera un mélange fait de ciment, de sable et d'eau, appelé coulis. Lorsque le coulis a fait prise, le sous-sol est parfaitement homogène et prêt à recevoir les tirants. Au-delà de 5200 mètres cubes de coulis ont été injectés aux 4 butées à partir de ces trous. Généralement, l'injection se fait par étapes, à partir de la surface, allant graduellement jusqu'au fond. Chacune des butées, communément appelées Z, W, X et Y, sera par la suite traversée par des tirants ancrés au rocher, qui a été consolidé à plus de 45 mètres de profondeur. Ceci empêchera toute possibilité de glissement ou déplacement des points d'appui. Des gaines ou tubes métalliques préalablement installés au travers des cages d'acier d'armature serviront à l'orientation et à la perforation des trous de plus gros diamètre pour la mise en place ultérieure des tirants. Une fois les tirants installés dans leur réservation, on injectera à la partie inférieure, sur une longueur d'environ 20 mètres, un coulis de ciment spécial. C'est l'injection du bulbe de béton qui ancrera le tirant aux parois de sa cavité. Pour des fins de contrôle, les spécialistes ont conçu un programme d'instrumentation des butées afin de pouvoir vérifier au besoin leur comportement. Les tirants ont été confectionnés sur place. Ils sont constitués d'un faisceau de fils d'acier ou torons dont le nombre et le diamètre sont déterminés d'après les calculs d'ingénierie. On installe les tirants. L'orientation de ces derniers permettra, une fois les câbles tendus, d'annuler plus de la moitié des valeurs des poussées horizontales anticipées et, par le fait même, tout risque de glissement. Les techniciens spécialisés installent sur les butées des cellules de charge, des cordes vibrantes et des extensomètres pour mesurer les efforts et les mouvements relatifs au massif rocheux lors du décintrement ou soulèvement de la toiture. Les tirants mis en place, les ancrages terminés, la mise en œuvre du béton complété, les câbles sont tendus à partir du sommet de la butée par des vérins spécialement conçus à cet effet. Ces dernières opérations permettront aux butées de recevoir leur charge définitive. Tous les voussoirs sont placés par une grue mobile au sommet des tour-étais. À cause de leur préorientation, leur positionnement est quasi parfait, sauf un petit ajustement de routine. C'est en répétant ces opérations que chacun des arcs prend forme d'un point d'appui à un autre. Puis, ils se rejoignent dans des points d'intersection appelés nœuds. L'ossature de premier plan de ce majestueux palais des sports se précise. Afin de dégager les étaiements et les milliers de mètres carrés de coffrage sous la voûte du palais des sports, les responsables du projet ont imaginé de soulever la toiture. Pour cela, ils ont eu recours à un ensemble de vérins plats disposés entre les butées et le point de départ des arcs. La mise en charge totale de soulèvement sera assurée par l'action de 226 vérins plats disposés à chacune des butées sur un plan horizontal et un plan incliné.
Septembre 1974. C'est le début des travaux de fondation des consoles du stade. Pour la réalisation de ce complexe, les experts conseils et les entreprises du Parc olympique ont eu recours à plusieurs techniques spécialisées et nouvelles. Il y a 20 ans, les installations olympiques de Montréal n'auraient pu être dessinées, les moyens de calcul de l'époque étant encore trop faibles. Le béton précontraint et post-contrainte, par sa technique datant du début du siècle, a su procurer à l'homme la possibilité de nouvelles performances grâce à la rapidité et à la souplesse des ordinateurs. Les dimensions de ces fondations correspondent pratiquement aux dimensions d'un duplex rempli de béton. Les rapports des expertises en sol du laboratoire de la ville de Montréal ont permis aux ingénieurs de préconiser l'encastrement des fondations aux rochers de bonne qualité. Aucune technique de consolidation ou d'ancrage par tirant ne fut nécessaire. Des chambres à l'intérieur de la fondation des poteaux serviront à la fixation des câbles de post-tension qui relieront éventuellement les voussoirs entre eux. Les besoins de chauffage et de climatisation du site seront comblés à partir d'une centrale d'énergie conçue pour cette fin. L'entreprise installe les premières canalisations souterraines alors que les géomètres voient que leur localisation soit conforme aux documents techniques. Il fallait prévoir la canalisation des eaux de pluie provenant de la toiture. À cette fin, à chaque point d'appui, l'extrémité des arcs fit l'objet d'une conception architecturale particulière. L'eau de pluie coulera dans des bassins construits au pied de la toiture, encerclant les butées. Les barres d'acier, les réservations pour les conduits électriques, les comptes d'ancrage, enfin, tous les éléments devant être incorporés au béton sont maintenant en place. Le travail préparatoire est terminé. La boue assura la liaison des arcs avec les voiles minces, donc le bétonnage se fera sur place. Une fois terminée, la toiture aura une surface totale de 15 000 m² et son poids total, incluant les poutres en forme d'Y, sera d'environ 41 000 tonnes.
Le froid et la neige ne sont pas des empêchements à la continuation des travaux sur les grands chantiers de construction au Canada. À la suite de précipitations, les ouvriers ont l'habitude de dégager leur champ d'activité. Parfois, on utilise des moyens de chauffage puissants, au moyen de brûleurs, ou encore on a recours à la vapeur pour dégager les aciers d'armature et les coffrages de fond des accumulations de neige ou de glace. Une autre technique consiste à protéger les éléments de construction contre les effets de basse température par la confection d'abris provisoires en polyéthylène. Janvier 1975, c'est le début de la pose des étaiements de soutien de la coupole du mât aux voûtes du hall de natation. 75% des étaiements parviendront du projet du Palais des Sports. Les travaux se déroulent maintenant sur tous les projets à la fois. On aperçoit au loin le point d'appui T de la toiture du hall de natation. En tout, 5 butées sont à construire dans ce secteur, c'est-à-dire 4 pour le complexe de natation et 1 pour la partie arrière du mât. Février 1975. Le deuxième plancher du stationnement est prêt à recevoir le béton. 4000 voitures pourront se garer dans cette enceinte munies de tous les dispositifs de protection contre le monoxyde de carbone et les dangers d'incendie. L'entreprise a monté sur les lieux un atelier de menuiserie pour préfabriquer les coffrages en bois qui serviront à bétonner sur place la partie inférieure des poteaux devant recevoir les premiers voussoirs. Les voussoirs de la toiture du hall de natation furent construits au chantier de préfabrication du Palais des Sports. Ceux-ci seront ensuite érigés par une main-d'œuvre spécialisée. L'opération décintrement fut une première en Amérique quant à son ampleur. Une étape longuement prévue à l'avance ne pouvait mieux garantir la réussite de cette importante opération technique. Le décintrement fut obtenu par une mise en charge hydraulique, à partir des 4 points d'appui, des 226 vérins plats disposés sur les plans horizontaux et inclinés des butées. Les pompes, installées dans les salles de contrôle, ont développé une pression d'huile qui, à son tour, gonfla l'enveloppe flexible et métallique des vérins plats, permettant d'obtenir un écartement des disques pour soulever la toiture. Cette opération a nécessité plus de 80 000 tonnes de poussée oblique et verticale. Le soulèvement s'est effectué en plusieurs étapes, réparties sur 8 jours. Chacune d'elles fut bien contrôlée et vérifiée par les instruments installés sur les butées et dans les salles de contrôle des pompes. Lorsque les vérins eurent parcouru leur trajectoire, la voûte s'était soulevée à son point maximum, soit 11 cm. Le poids total avait été transféré aux 4 points d'appui, libérant ainsi 38 000 mètres linéaires d'étaiement et des milliers de mètres carrés de coffrage. Le décintrement est terminé. Le 14 février 1975 fut une journée mémorable pour tous les artisans de ce grand exploit technique. À cette occasion, la Ville de Montréal invita les médias d'information à visiter le chantier olympique. Le lendemain, et pour les quelques semaines à venir, grutiers et ouvriers ont consacré leurs efforts à dégager cette toiture par l'enlèvement de tous les matériaux de support. Menuisiers, mécaniciens, soudeurs, monteurs et journaliers travaillèrent au démantèlement et au transport vers le projet mât de toutes ces tours, passerelles et supports métalliques.
c'est dans l'ébahissement et la satisfaction générale que, au fur et à mesure que la coupole se dégageait, on pouvait découvrir pour la première fois la vraie échelle de ce bâtiment, le futur Palais des Sports de Montréal. L'ensemble des arcs surbaissés sont réunis entre eux par une résille constituée de poutres en double Y, moulées dans le béton armé et post-contraintes. En plus de faire la liaison des arcs entre eux, elles supporteront des mini-coupoles translucides, appelées lanterneaux, qui diffusent la lumière du jour. Chacune de ces coupoles fut préfabriquée en usine et déposée sur les poutres Y par une grue. Elles sont constituées de 2 panneaux de méthylmétacrylate ayant entre eux une épaisseur d'étafoam pour fin d'isolation et de translucidité anti-reflet, permettant à l'intérieur du bâtiment un éclairage naturel sans ombrage. L'homme d'aujourd'hui, grâce à son génie constamment amélioré de génération en génération et à la découverte constante des secrets créant de nouveaux matériaux légers et résistants, a révolutionné l'art de bâtir. Le système d'équilibre statique du mât a été choisi de façon à ce que l'appui arrière, appelé QR, dont nous voyons ici les fondations en forme de H, soit encastré dans le rocher et que les 2 appuis avant soient libres. Ces derniers reposent sur de vastes plaques de néoprène pour mieux s'adapter aux déformations thermiques. Le mât, en plus de satisfaire les besoins de support des câbles retenant la membrane de la toiture mobile du stade, est aussi un gratte-ciel de 21 étages. 18 d'entre eux sont conçus pour assurer des espaces et des équipements permanents à tous les adeptes de disciplines sportives de salle intérieure. La présence de cet édifice en flèche répond aussi à un critère de structure spatiale de point de repère du parc olympique et de rentabilité commerciale engendrant toute une multitude d'activités touristiques dont la diversité n'aura pas d'égal. Situé au nord du grand axe du stade, c'est le début, pour ainsi dire, de la construction de l'enceinte du hall de natation. Nous sommes en avril 1975, les fondations des bassins sont déjà terminées. Elles seront abritées sous 3 coupoles, dont l'une, la plus grande, se trouvera immédiatement sous le mât et les 2 autres de chaque côté. Elles seront par contre construites individuellement sur 3 points d'appui distincts, désolidarisés de l'ensemble du système de récilles ou poutres concordes. Ces dernières sont semblables aux poutres Y du Palais des Sports. Tous les étaiements du Palais des Sports ont été transportés au projet mât-piscine afin de pouvoir coffrer les superficies nécessaires à la construction de la coupole du mât et des coques des piscines.
Parmi les décisions importantes qui devaient être prises dès les premières instances de la construction, il faut mentionner d'abord celle d'avoir recours au maximum de préfabrication pour la construction du grand stade. Cette décision, fortement recommandée par l'architecte conseil, amena les entreprises à préparer respectivement leurs dessins, devis et spécifications, de même que leur cheminement des travaux, conformément à ce principe de construction. Il leur fallait alors tenir compte que 100 000 mètres cubes de béton seraient mis en place au chantier, pendant que l'on préfabriquerait dans les usines les 12 000 autres pièces de béton requises pour l'assemblage de cet immense mécano, tel que montré sur le présent schéma d'une console du stade. Plus de 7 usines québécoises réparties dans les régions de Montréal et de Québec travailleront sans relâche à la préfabrication de ces 12 000 pièces qui seront ensuite livrées progressivement au chantier selon les échéanciers. En octobre 1974, la décision fut prise d'implanter à l'usine de choc-béton située à 25 km au nord de Montréal un système complet de préfabrication de la plus grande partie des éléments du stade. Une usine spécialisée, équipée de 12 cellules à coffrage d'acier ajustable hydrauliquement, furent aménagées pour bétonner les voussoirs, 2 pour les anneaux techniques, 3 pour les bas fléaux, 2 pour les voussoirs de tête et 2 pour les voussoirs de pointe, pour un total de 21 cellules. Plus de 200 ferrailleurs ont travaillé à mettre en place toutes les réservations nécessaires au projet, les tubes pour le passage des câbles d'acier qu'ils fabriquaient au rythme de la mise en œuvre du béton. Puis, ces dernières sont transportées vers les cellules et déposées à l'intérieur des moules d'acier ajustables, prêts à recevoir le béton. C'est avec une pompe que le mélange à béton est placé au travers de l'enchevêtrement des tiges d'acier grâce à un nouveau mélange ayant un affaissement de 15 à 20 cm. Une fois le temps de séchage écoulé, soit environ 6 ou 7 heures, on s'empresse de procéder au décoffrage ou à l'éloignement des parois d'acier grâce au système hydraulique. Ensuite, la pièce est prête à être transportée dans la zone d'entreposage. En tout, 1700 voussoirs ont été fabriqués de cette manière. Une nouvelle nomenclature de pièces venait de faire son apparition sur les chantiers de construction. Les pièces démoulées et entreposées dans l'aire de stockage sont soigneusement vérifiées, retouchées si nécessaire et identifiées par un numéro afin d'éviter toute erreur. Puis, c'est l'un après l'autre que voussoirs, bas fléaux, anneaux techniques, grandes goulottes, petites goulottes, poutres triangulaires et autres composantes se rassemblaient dans la cour d'entreposage. Entre-temps, au chantier olympique, les travaux de base se réalisaient afin de recevoir sous peu tous les éléments du gigantesque casse-tête. C'est dans la région de Québec qu'ont été fabriquées les rampes supérieures du stade, les poutres radiales avant et arrière, les poutres biaises, la plupart des gradins, les voiles minces, les éléments faisant passerelle, etc. Des camions remorques spéciaux ont dû être utilisés pour le transport des pièces les plus lourdes, dont les bas fléaux par exemple. Certaines pièces faisaient plus de 90 tonnes. Il a fallu mettre en place aussi bien dans l'usine que dans l'aire d'entreposage un système complexe de grande puissance pour soulever et transporter ces masses de béton avec rapidité et sécurité. La console, l'élément structural principal de l'ossature du stade, est constituée d'abord d'un poteau bétonné sur place jusqu'à un point situé à environ 7 mètres au-dessus du tailloir. Ce dernier tronçon fut aussi baptisé
premier voussoir coulé en place. Le tailloir est cet élément de la tête du poteau bétonné en place, dont la conception architecturale ressemble à un immense diamant. Son rôle principal est de supporter les gradins, les planchers et les bas fléaux. Il sera visible au niveau des aires de circulation de l'élévation 300, c'est-à-dire le plancher de l'entrée principale. Menuisiers et ferrailleurs poursuivent leurs travaux de construction des poteaux selon un cheminement bien établi. Pendant ce temps, la préfabrication de toutes les pièces constituantes du grand stade bat son plein dans les 7 usines à qui la Ville de Montréal avait confié un mandat. Afin d'orienter correctement la pose des voussoirs suivant une géométrie bien définie au préalable par l'architecte Roger Taillibert, les experts conseils ont prévu, entre le premier voussoir bétonné en place et le premier voussoir préfabriqué, un espacement de 100 mm, permettant l'installation de 4 vérins. Ceux-ci ont servi à effectuer les corrections de l'orientation géométrique au besoin. Ensuite, le joint était rempli d'une résine d'époxy spéciale, pouvant atteindre jusqu'à 55 mégapascales de résistance après 24 heures de mûrissement. Un joint maté était également situé entre le dernier voussoir du poteau et le voussoir de tête. Les essais préalables avaient assuré la qualité du produit. La partie de l'ouvrage qui suivra le premier voussoir bétonné en place sera constituée de voussoirs préfabriqués en usine et qui seront posés les uns par-dessus les autres par de puissantes grues jusqu'à un point de jonction des fléaux avant et arrière. Avril 1975 marque le départ d'une opération de grande envergure, soigneusement planifiée dans ses moindres détails, afin que les équipes spécialisées, ayant à intervenir dans le processus d'érection et de mise en place des éléments, puissent le faire selon la programmation établie. Le grand chantier du stade est littéralement submergé par une pluie diluvienne. C'est en présence de moments comme celui-ci que le chantier est abandonné provisoirement par ses occupants. Il faut noter que la reprise des opérations après un arrêt requiert beaucoup de temps pour revenir à la normale. Totalement désolidarisé de la toiture, l'amphithéâtre, proprement dit, du Palais des Sports, couvre une superficie de 16 700 mètres carrés, offrant une visibilité intérieure exempte de toute obstruction. Il répond à un besoin d'un stade de vélodrome couvert, pouvant très bien s'harmoniser avec le grand stade olympique et les autres installations sportives. Des câbles d'acier inoxydable et longitudinaux ont été installés sous ces dômes pour garantir leur solidité en cas de surcharge. Les autres éléments de la toiture, appelés pyramides, sont installés par hélicoptère. Une commande du panneau central d'alarme, où est intégré un système de détecteur de fumée, ouvrirait instantanément un certain nombre de ces pyramides du toit de l'amphithéâtre pour l'évacuation de la fumée en cas de nécessité. De plus, la protection incendie du Palais des Sports est assurée par un ensemble de robinets à boyaux d'incendie, d'extincteurs à eau sous pression et d'extincteurs chimiques. Certains voussoirs de tête ou de jonction entre l'arrière-fléau et l'avant-fléau ont dû être bétonnés en 2 pièces à cause de leur trop grande pesanteur, rendant ainsi leur transport sur route et viaduc possible. Au chantier, le voussoir de tête est érigé en une seule pièce.
Donc, l'on doit procéder à son assemblage au sol avant de l'ériger à sa place définitive dans l'espace. On assiste ici à l'approche de deux voussoirs de tête, dont l'un est suspendu à une grue de 300 tonnes de capacité. Les ouvriers spécialisés examinent avec soin l'aspect des surfaces jumelées en usine, puis exécutent l'approche jusqu'à ce que le joint entre les deux pièces soit parfaitement ajusté. Par la suite, une résine d'époxy sera appliquée sur l'une des faces du joint et l'on exercera une pression uniforme sur toute la surface de contact par l'entremise de tiges d'acier tendues par des vérins hydrauliques. Lorsque la colle aura fait prise, environ 2 heures après son application, on érigera la pièce jumelée au sommet du poteau, auquel elles seront fixées par précontrainte provisoire et éventuellement par post-contrainte définitive. C'est à partir du voussoir de tête que l'on érigera par alternance les voussoirs de l'arrière-fléau et de l'avant-fléau jusqu'à ce que l'on soit rendu à la pose du bas-fléau et de l'anneau technique. C'est sur un schéma comme celui-ci que fut étudié pour la première fois le tracé des câbles d'acier de post-tension pour l'ensemble d'une console du stade. Dans les fléaux avant et arrière de la console, les câbles sont logés dans la partie supérieure de la membrure et disposés, si l'on veut, en forme de parapluie. C'est-à-dire que les câbles, démarrant dans le premier voussoir du fléau arrière, traversent le voussoir du fléau avant. Et le même principe se répète pour la pose des câbles dans les autres éléments. Un câble d'acier de précontrainte ou de post-tension est constitué par un faisceau de fil ou torron et est livré au chantier selon les spécifications des experts conseils. Ils doivent être soigneusement entreposés. Une entreprise spécialisée installe avec une grue une passerelle de travail en face de chacun des voussoirs posés de chaque côté du voussoir de tête. Les câbles sont montés sur cette passerelle et enfilés dans les cavités ou gaines prévues pour la post-tension. À l'aide de vérins, on tendra les câbles selon un programme d'ingénierie préalablement déterminé. Dès le départ, les ingénieurs et architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal et les experts conseils ont compris l'importance fondamentale de mettre sur pied un système de double vérification de la géométrie. Nous devons souligner le travail exceptionnel des géomètres, dont le contrôle des innombrables points de référence a permis l'érection de cet ensemble architectural unique au monde.
L'anneau technique, dans un premier rôle, doit relier structurellement l'avant-fléau d'un groupe de 4 consoles à la fois. Il sera marié au voussoir 101, dernier voussoir de l'avant-fléau, par 4 câbles de post-tension. L'élément qui reliera le voussoir à l'anneau technique est également préfabriqué en usine, en conjugaison ou jumelage authentique avec le voussoir 101 et l'anneau technique. Ainsi, au moment d'ériger l'anneau technique dans l'espace, tout comme un voussoir, il sera fixé sur la pièce avec laquelle il aura été jumelé. Décembre 1975, quelques jours avant Noël, l'assemblage au sol de 3 anneaux techniques à la fois est terminé. L'entreprise spécialisée en montage est maintenant prête à ériger à sa position définitive le premier anneau technique, dernier élément formant le squelette d'une console du stade. C'est un grand moment au chantier. La mise en place des anneaux techniques libérera le centre du stade d'un certain nombre de grues n'ayant plus de grosses pièces à ériger et des câbles d'acier de post-tension à enfiler et à tensionner. Février 1976, les travaux dans le hall de natation sous le mât se poursuivent à un rythme constant et sans relâche. Les pionniers de ce grand projet ont su transmettre leur optimisme à cette vaste organisation composée d'experts conseils, de techniciens et d'ouvriers spécialisés. Les cheminements sont continuellement mis à jour par les divers responsables du mandataire coordonnateur et du gérant des travaux. La tour de plongeon est terminée. On s'apprête à bétonner les bassins et l'on a commencé à installer les gradins préfabriqués. Les travaux suivent leur cours jour et nuit afin que les installations soient prêtes pour les Jeux olympiques. L'amphithéâtre du Palais des Sports comprend 3 niveaux de gradins pouvant contenir jusqu'à 7000 personnes, sachant que cette capacité peut être portée jusqu'à 10 000 spectateurs. Montréal a opté pour le choix d'une piste où peuvent se dérouler des compétitions de cyclisme avec ou sans motocyclette. Le choix d'une telle piste requiert une géométrie toute particulière par rapport aux pistes conventionnelles et exige dans les tournants un angle d'inclinaison élevé, soit environ 48 degrés, afin de permettre des virages à grande vitesse. Ce n'est qu'après une période de recherche et d'études intensives des matériaux de la région que fut choisi finalement le bois de la piste. En effet, ce fut le doucier, un bois d'Afrique, qui offrit le maximum de sécurité, ayant un très faible taux de dilatation, ne produisant pas d'échardes et ne se polissant pas à l'usure. 267 réflecteurs de 2 kW, accrochés sur des passerelles techniques spécialement conçues pour cette enceinte, sont orientés par ordinateur pour les besoins de la télévision. Au centre, une patinoire de 1,5 fois les dimensions normales servira au patinage libre ou artistique. Sa vocation se voulait être multifonctionnelle, comme pour le grand stade. En effet, en plus du cyclisme, on y pratiquera le tennis, le badminton, le basketball, le volleyball, le handball, le judo, la boxe, l'haltérophilie, le patin à roulettes, le patin à glace et le curling. D'autres usages ont également été prévus pour cet édifice, comme la tenue de congrès, d'expositions et autres.
Tous les chantiers avancent rapidement alors que l'entreprise se prépare à démarrer l'opération remplissage des fuseaux, c'est-à-dire cette partie libre entre les consoles devant recevoir les planchers, les gradins, les voiles minces et la toiture métallique. Tous ces éléments ont été préfabriqués dans des usines et seront livrés au chantier dans les jours qui suivent. Il faut noter que ces éléments ne requièrent aucun collage ni de mise en tension de câbles de post-contrainte. La volonté de réussir était maintenant un objectif commun. Au mât, on avait construit un abri de polythène isolé afin de compléter les travaux de précontrainte de ce dernier et du même coup poursuivre les travaux de construction du hall de natation. Une partie de l'énergie de chauffage requise provenait déjà de la centrale thermique qui fut aménagée à l'intérieur du stationnement Viau. La partie arrière du mât abritera entre autres la gare du funiculaire, de même que la chambre des ordinateurs qui contrôleront tous les systèmes mécaniques, électriques et de sécurité des installations du parc olympique. Ce voussoir a été facilement repéré grâce au numéro d'identification qu'on lui a donné en usine. Le moment venu, on l'a amené et placé au sol en dessous de l'endroit où il sera fixé dans l'espace. Ceci permet de positionner correctement les grues et leurs flèches. Des ouvriers spécialisés accrochent les élingues dans les réservations prévues, puis l'on s'apprête à appliquer la colle. Afin d'éviter les différentiels de température trop élevés entre la colle et la surface de béton, cette dernière est préalablement chauffée à l'aide de gros chalumeaux. Pendant que l'on prépare le voussoir, une autre équipe d'hommes mélange selon des proportions bien déterminées la résine d'époxy avec le catalyseur. Lorsque la surface de contact est suffisamment bien réchauffée, on applique une couche uniforme de résine d'époxy et le module de béton est prêt à partir. Chaque fois qu'une de ces énormes sculptures s'apprête à être hissée au sommet d'un portique, nous avons l'impression d'assister à des préparatifs pour le lancement d'une fusée dans l'espace. Le monstre modulaire s'élève lentement et sûrement, selon l'orientation prévue et aubané par des câbles latéraux retenus au sol par des ouvriers. Un certain nombre d'entre eux montent dans une nacelle ou plateforme de travail suspendue à une autre grue, avec tous les équipements de mise en tension nécessaires à quelques 30 mètres de hauteur. C'est là que se marieront parfaitement les pièces conjuguées en usine, grâce à la colle et à la post-tension provisoire et aux câbles de post-tension permanente en phase des... Là-haut, les gréeurs attendent à l'intérieur et au-dessus d'un module déjà posé, là du voussoir, et transmettent aux grutiers les directives d'arrimage. Cette opération est délicate et il faut éviter la moindre secousse. À l'approche, l'écart se rétrécit graduellement
Les clés s'emboîtent les unes dans les autres, les pièces se marient et le joint s'avère parfait. Les ouvriers enfilent 2 tiges d'acier à haute résistance ou barres Dividag au travers les dispositifs mécaniques d'attache qui sont boulonnés sur la partie supérieure et inférieure de chaque voussoir. Il n'y aura pas d'ajustement d'orientation géométrique à effectuer, celui-ci ayant déjà été fait en usine. Des vérins hydrauliques, installés en partie supérieure et inférieure, effectuent simultanément la tension aux barres d'acier, afin de resserrer le joint et faire pénétrer la colle dans toutes les aspérités. C'est le brellage provisoire. Lorsque ce travail est terminé, les techniciens et ingénieurs font les dernières vérifications et, si tout est conforme aux spécifications, les ouvriers enlèvent les élingues pour libérer la grue et la pièce est devenue autonome. Ce n'est qu'après cette opération qu'une entreprise spécialisée enfilera les câbles d'acier pour réaliser la post-tension définitive. Une à une, les 10 000 quelques pièces préfabriquées ont passé par l'aire d'entreposage provisoire du stade avant d'être acheminées à leur place définitive dans l'espace. Un centre mobile de coordination du transport et de l'érection a été aménagé au centre du site pour organiser et suivre les opérations relatives au transbordement de tous ces modules et à leur érection selon les cheminements établis. Après avoir complété l'assemblage des consoles du stade, le rythme de pose des pièces sèches s'est effectué plus rapidement. Ces dernières ne requièrent aucune application de colle, de brellage provisoire, d'enfilage et de mise en tension de câbles d'acier. C'est ainsi que poutres triangulaires, voiles minces, grandes et petites goulottes, dalles de plancher, vomitoires et gradins ont été érigés et mis en place rapidement dans chacun des fuseaux ou entre consoles sans ajustement géométrique élaboré. Le stade est constitué principalement de 6 niveaux de plancher comportant des circulations horizontales et verticales des niveaux 100 à 700 et de 3 niveaux de gradins-sièges. La toiture fixe du stade est constituée de 2 éléments structuraux bien distincts qui ont été préfabriqués en usine. Les premiers sont des voiles minces en béton érigées et posées entre les fléaux arrière des consoles. Entre les fléaux avant, l'architecte conseil a prévu utiliser des poutrelles préfabriquées en acier galvanisé, assemblées en panneaux et posées sur des appuis libres appelés corbeaux. Ces panneaux serviront à la fois de support à la membrane d'étanchéité et de contreventement aux consoles en prévision de séisme. Le poids total de cette toiture métallique sera de l'ordre de 3200 tonnes. Le type d'écran, le premier du genre au Canada, utilisé pour les 2 tableaux d'affichage du stade, peut recevoir des messages alphanumériques ou des images vidéo en 16 tons de gris. Cet avantage fournit la possibilité de passer des reprises de jeux instantanées lors du déroulement d'événements sportifs. L'immense anneau de ceinture dans l'espace est situé partiellement au-dessus de la piste d'athlétisme est formé de voussoirs spéciaux, ayant la forme d'un fer à cheval dont l'ouverture est orientée vers le bas. Le dernier anneau fut posé en mars 1976. Lorsqu'ils furent tous assemblés les uns aux autres, ils constituèrent, en plus de leur rôle structural, une immense galerie technique de 500 mètres de longueur par 8 mètres de hauteur. Le premier palier abritera les systèmes d'éclairage et de sonorisation, alors que le deuxième palier s'occupera des systèmes de ventilation et de chauffage. La vue intérieure d'un anneau technique présente un peu l'aspect d'un vaisseau spatial quant au déploiement de son équipement technologique. 2 des 3 systèmes de ventilation et de chauffage de l'amphithéâtre du stade ont été préalablement installés dans les voussoirs d'anneaux au sol avant leur mise en place à l'extrémité des consoles. C'est par l'entremise de ces turbines de ventilation d'une capacité d'environ 70 000 mètres cubes par minute que le premier système pourra alimenter l'enceinte du stade en air neuf ou en air ambiant à une température d'alimentation minimum de 16 degrés centigrades. En tout, 32 de ces canons lanceront de l'air traité sous la pelouse comme supplément au contrôle de l'humidité et pour satisfaire le confort des spectateurs
lorsque la toiture mobile sera déployée. Ce majestueux centre sportif possédera une visibilité excellente pour tout spectateur, peu importe la zone qu'il occupera dans les gradins. Le tracé de cet anneau cyclable a nécessité plusieurs études afin d'éviter la création de champs visuels obstrués préjudiciables aux installations. Les murs de verre autour de ce gigantesque palais des sports n'ont naturellement aucune fonction porteuse. Ce sont des murs rideaux miroitants ayant une hauteur de près de 12 mètres et ne laissant paraître aucun élément de support vu de l'extérieur. Des joints souples de dilatation et d'étanchéité assurent le liaisonnement entre les panneaux de verre et les parties fixes de la construction. L'ambiance recherchée et créée par le hall de natation favorisera en peu de temps la popularité grandissante de cette discipline sportive. L'amphithéâtre a 5 niveaux de plancher d'une superficie d'environ 15 000 m². Les 3 premiers sont constitués de l'étage technique, du plan des bassins et des vestiaires, ainsi que des entrées du public. Les 2 autres niveaux de moindre importance sont constitués de l'étage du restaurant et de celui des gradins. L'étage dit technique comprend la salle des filtres située entre le bassin de compétition et d'entraînement, un espace de rangement pour les câbles de ligne de natation et plusieurs autres locaux techniques. La régénération des eaux s'effectue au moyen de filtres à coque d'acier de type à pression, possédant un agent filtrant permanent composé de quartz calibré et de gravier. Cette opération se fait selon une cadence de renouvellement de 6 heures pour les bassins de compétition et d'entraînement et de 8 heures pour les bassins de plongeon et de plongée sous-marine. Le contrôle des traitements chimiques est assuré par un appareil appelé Strantol. Il contrôlera le degré d'acidité et les résidus de chlore dans l'eau. Cet appareil, une fois calibré et mis en marche, assure de façon permanente la qualité bactériologique de l'eau en y injectant la quantité nécessaire de chlore et d'acide au besoin. Des pompes, des bacs d'équilibre, des bouches d'alimentation par le fond et des goulottes latérales de retour d'eau complètent le système de régénération. Le chauffage de l'eau est assuré au moyen d'échangeurs vapeur. La température dans les bassins est maintenue à 23 degrés centigrades en période normale et peut être élevée selon les besoins des diverses compétitions. L'avancement des travaux progresse à une vive allure. Le bassin de compétition de 50 mètres sur 25 est mis à l'épreuve par toutes sortes d'essais. Au bassin de plongeon, on procède à l'essai du système à air comprimé. Ce dernier est destiné à amortir le choc d'un plongeur à son contact avec l'eau. Des passerelles techniques sont suspendues au coq et reçoivent 169 projecteurs d'éclairage orientés sur la surface des jeux, ainsi qu'une partie du système de sonorisation. Pendant ce temps, au stade, une nouvelle entreprise spécialisée procède à la pose d'une membrane d'étanchéité sur la toiture. Elle comprend une couche d'isolation recouverte de verre cuivre. C'est dans 2 mois et demi qu'aura lieu l'ouverture des Jeux olympiques. La ville de Montréal vient tout juste d'achever la pose de la pelouse qu'elle a cultivée pendant 3 ans à sa pépinière. La piste d'athlétisme, de 400 mètres de longueur et de 8 couloirs de largeur, a été conçue pour rencontrer les plus hautes normes de performance requises lors des Jeux olympiques. Elle est dotée, en outre, d'un réseau souterrain de canalisation destiné à recevoir des équipements technologiques et des câbles de télédiffusion. L'espace libre sous les gradins est réparti sur 6 niveaux d'une superficie totale de 130 000 m². La moitié sera affectée à l'aménagement d'espaces à bureaux, chambres d'athlètes, de salles de sport, de tennis et de jeux d'hiver. Toutes les salles sont pourvues de services essentiels. Le béton offre toutes les garanties de longévité, d'autoprotection contre le feu et de haute résistance à la compression.
Il a été grandement utilisé dans cette œuvre. L'ossature des 34 consoles comporte une partie creuse au centre, dont la section transversale intérieure est de 2,5 mètres de hauteur sur 1,5 mètre de largeur. Ces couloirs serviront de conduits de ventilation pour certaines d'entre elles et pour d'autres. Ils logeront les conduits d'alimentation en eau, de drainage, de chauffage et d'électricité. La centrale thermique ou centrale d'énergie a été construite selon les techniques les plus modernes. 7 génératrices d'un potentiel de 6300 kW d'énergie à 25 000 volts pourront pallier à une panne de réseau de distribution. Elles permettent ainsi de poursuivre le déroulement des compétitions conformément aux exigences des fédérations internationales sportives. Chaque groupe électrogène est composé d'un turbomoteur utilisant l'huile comme carburant. Il peut développer 900 kW d'énergie à 600 volts. L'ensemble des 7 groupes électrogènes est synchronisé de façon à pouvoir opérer en cascade selon la puissance demandée. La génératrice réfrigérante de la centrale d'énergie peut répondre à tous les besoins de climatisation des installations olympiques, incluant le centre Pierre Charbonneau et l'aréna Maurice Richard. Le Palais des Sports possède son propre système. L'équipement de production d'eau refroidie est complété par une tour d'eau à 2 cellules. Il est aussi utilisé pour ventiler le stationnement Vio adjacent. L'un des côtés de la tour comporte une surface d'évaporation, tandis que l'autre comprend des serpentins de refroidissement sensibles, permettant la réduction d'émissions de vapeur. Les besoins en énergie de chauffage sont comblés de façon générale par l'utilisation centralisée d'une combinaison optimum de vapeur et d'électricité. Les concepteurs ont choisi 2 types de chaudières. 3 chaudières aquatubulaires générant de la vapeur en utilisant l'huile ou le gaz naturel comme combustible. 2 autres pourront fonctionner au gaz ou à l'électricité pour fin de sécurité en cas de panne de carburant. Un ensemble automatique d'appareils de mesure et de contrôle de combustion est installé sur chaque chaudière. Il assure le rendement maximum tout en réduisant la consommation de combustible et limitant la pollution de l'atmosphère. Le potentiel de production de chacune d'elles est de 47 500 kW, soit l'énergie nécessaire à chauffer 150 maisons unifamiliales. Les experts conseils ont prévu 1280 projecteurs de 2 kW, une première en Amérique du Nord. Ils furent assemblés d'une part sous l'anneau technique, puis accrochés en grappe sous certaines consoles et sur le parapet du niveau 600. Les spécialistes de la télévision, Ortho, exigeaient une intensité lumineuse uniforme de 2100 lux dans le plan horizontal et de 2700 lux dans le plan vertical des caméras de TV. À quelques semaines des Jeux, il appartient maintenant aux spécialistes de l'Ortho d'intervenir. Cet organisme de la radio et de la télévision effectue une dernière mise au point de tous les réseaux et équipements électroniques utilisés. Chacun des sites est relié à la régie centrale de Radio-Canada qui diffusera les futures images de Montréal dans tous les pays du monde. Grâce aux techniques de communication spatiale, 1 milliard de citoyens pourront être témoins de ce grand événement. Elles permettront d'accueillir et de rendre hommage au corps de l'homme en quête de nouvelles performances. Toutes les équipes d'hommes s'acharnent aux derniers préparatifs. C'est un peu l'euphorie sur le chantier. On sent venir la date des grandes festivités internationales et tout sera prêt à temps.
Le parc olympique, d'une superficie de 50 hectares, attaché géographiquement aux 225 hectares du parc Maisonneuve, créera dans cette partie de Montréal un nouvel ensemble urbain. Il est relié aux régions banlieusardes par les stations de métro P9 et Viau et par un réseau routier approprié. Grâce au métro, tout piéton du centre-ville souterrain pourra, depuis la place Ville-Marie, du complexe des Jardins, de la place Bonaventure, quitter son hôtel en veston et se rendre au stade olympique ou aux autres installations sportives du parc, tout en restant à l'abri des intempéries. La dalle promenade, ou voie élevée construite le long du boulevard Pierre de Coubertin, donne un accès direct à l'entrée principale du stade, au niveau 300. Les rampes extérieures et les escaliers conduisent à cette voie élevée. La partie supérieure du stationnement P9, situé au sud du stade, est agrémentée de fontaines et de jardins de verdure et de fleurs, répartis sur des niveaux étagés. Le viaduc de la rue Sherbrooke, en plus de créer l'équilibre entre l'immense étendue de verdure du parc Maisonneuve et le béton du complexe olympique, permettra aux athlètes de se rendre au stade à pied ou en autocar. La piste d'entraînement, similaire presque en tout point à celle du grand stade, est recouverte d'une surface d'usure, type caoutchouc des mieux adaptés aux performances athlétiques. Au-dessus du stationnement Viau, des aires de pratique ont été aménagées pour le lancer du javelot, du marteau et du disque. Ces espaces serviront aussi de terrain de baseball et de football. Ce qui caractérise ce complexe nouveau et des plus modernes sera la polyvalence de ces lieux et la diversité des services pouvant être rendus. Il pourra dorénavant se prêter à n'importe quel événement, ce qui le distinguera de tous les autres complexes du genre dans le monde. À cause de cette vocation exceptionnelle, l'aire des compétitions pourra être recouverte en une vingtaine de minutes par le déploiement d'une membrane qui, en dépit de sa légèreté, pourra affronter les rigueurs des saisons inclémentes. Le matériel utilisé Tolvar est un produit synthétique de l'air spatial. Il possède une grande souplesse et des propriétés physiques pratiquement égales à l'acier pour ce qui est de sa résistance à l'élongation. C'est dans une partie supérieure du mât que la membrane se repliera graduellement à l'aide des treuils supérieurs et inférieurs. Ceux-ci fonctionneront suivant un programme d'ordinateur défini géométriquement. Le levage de la toile est assuré par les 17 bulles ancrées au fléau avant des consoles. La visualisation de ces opérations se fera à partir d'une salle de contrôle située à l'avant du mât, permettant de suivre fidèlement le cheminement de la membrane jusqu'à son dépliement complet. Le mât est un exemple audacieux et original d'architecture oblique conçu par l'architecte Taillibert. La gare du funiculaire, un des principaux centres de rentabilité du parc olympique, pourra accommoder plus de 400 personnes à l'heure. Le long de la face externe du mât, des ascenseurs sur funiculaire transporteront les visiteurs jusqu'à la terrasse et au restaurant panoramique, situé à plus de 170 mètres de hauteur. Les ascenseurs intérieurs conduiront les sportifs à leur salle de pratique. Selon ses concepteurs, le Grand Stade olympique de Montréal deviendra depuis l'achèvement de sa construction le lieu de concentration humaine le plus vivant et le plus important de toute l'agglomération montréalaise, québécoise et canadienne. Il vivra au-delà de cette grande rencontre internationale dans un cadre permanent de revalorisation de l'être humain qui, de par sa nature même, essaiera toujours de dépasser les performances qu'il a établies aujourd'hui. Voici un texte qu'écrivait Pierre de Coubertin en 1936. Je vous confie mon message, le dernier sans doute que j'aurai à formuler. Demandez pour moi à la jeunesse qu'elle accepte l'héritage de mon travail et qu'elle achève ce que j'ai commencé, ce que la routine et la pédanterie ambiante m'ont empêché d'accomplir jusqu'au bout, afin que soit scellée définitivement l'union des muscles et de la pensée pour le progrès et pour la dignité humaine.